Donc je vais reprendre quelques éléments pour peut-être bien fixer les choses sur cette époque où je refais des études de sociologie et en même temps sur ces missions que je continue à faire qui me permettent de m'entretenir en fait dans un monde complexe, si on veut, qui était celui que j'aimais bien d'entretenir à l'époque. C'est-à-dire, quand on dit complexe, multiple. Et simplement, deux, trois choses qui étaient importantes. J'ai eu une socialisation, il faut peut-être que je mette un mot ou deux là-dessus, euh, qui est pour le moins multiple, en fait. Et à la fois, à l'époque, je ne me rendais pas compte que c'était une richesse. Ça, c'était pour moi ambivalent et difficile parfois à vivre. C'est-à-dire que par ma famille ou une partie de ma famille, disons, j'ai côtoyé la bourgeoisie. Et j'ai les codes, en fait. Je peux dire que je suis relativement à l'aise, je n'ai aucun souci. Et en même temps, ma mère a rompu avec, ou en tout cas en partie avec ce monde, a découvert un autre monde, elle a mis autre chose en plus. Et elle nous a amenés dans un monde que je n'aurais absolument pas connu. Le monde populaire, le monde des marginaux, le monde des militants, etc. Le monde, je dirais, ouvrier, des luttes ouvrières. Et je pense que ces multiples socialisations m'ont permis de me retrouver relativement, je dirais, avec des codes. Plus âgé, je me suis retrouvé avec les codes où je peux quasiment, en quelques minutes, rentrer en dialogue avec des mondes multiples, si on veut. Et ça, c'est, a posteriori, je me suis dit, c'est une chance, c'est une force que je n'avais pas mesurée au départ. Et donc, je me retrouve parfois dans des situations où je croise ambassadeurs, ministres, et je suis tout aussi à l'aise, je veux dire, avec ce type d'élite ou des élites d'autres types, en fait, hein, qu'avec des villageois ou des gens qui sont dans des soucis de vie multiples, en fait, ou des militants. C'est-à-dire que c'est comme si je pouvais retrouver un plaisir à dialoguer avec tous ces groupes multiples, en fait, un véritable plaisir intellectuel de les écouter pour ce qu'ils sont. Mais à l'époque, je ne mesure pas que c'est une chance. Je voudrais revenir sur un épisode qui m'avait profondément marqué, encore aujourd'hui d'ailleurs. C'est quelque chose qui pour moi, je crois, a été une étape parmi d'autres dans nos vies. C'est que à l'époque où je fais cette mission au Burkina Faso, qui va être marquante pour moi, c'est-à-dire que je suis au milieu de la révolution de Thomas Sankara, dans une histoire sahélienne qui aujourd'hui sont sans doute des grandes années qui ont été, que l'Afrique a eu à vivre. Hein. C'est aujourd'hui, les historiens racontent en fait cette époque. Je me retrouve d'avoir été mené, en fait, je ne sais plus quel type de projet j'avais eu à faire à Bobo-Dioulasso, à 300-400 km au sud de Ouagadougou, et je dois revenir en fait à la capitale. Et finalement, je discute avec les gens qui m'avaient accueilli là-bas, donc des gens des services techniques de l'État, donc l'État révolutionnaire à l'époque, et il me dit, écoute, on peut te trouver un camion qui remonte vers la capitale, ainsi tu es plus à l'aise, un gros camion. Je ne sais pas ce qu'il transportait. Et je me retrouve le matin, on est parti pour une bonne journée, la route n'était pas en bon état. Et le chauffeur me dit, écoute, si ça ne vous dérange pas, on va prendre une autre personne ainsi, pour ne pas qu'il soit... Je dis, mais évidemment non, on peut se serrer dans la cabine, pas de souci. Et en fait, c'est une femme militaire, en fait. Donc CDR, elle est jeune, elle doit avoir, je ne sais pas, 24, 25 ans. Elle me raconte petit à petit qu'elle a arrêté ses études pour se vouer à la révolution. Et ça me renvoie évidemment à toute une histoire que j'avais vécue moi-même quelques années avant. Elle avait mon âge, je veux dire, à l'époque où j'étais parti au Mozambique. Elle était armée, elle avait une Kalachnikov, elle me explique qu'elle était une responsable CDR, donc les comités de défense de la Révolution. Et pendant tout le trajet, elle va me raconter en fait son histoire. C'est-à-dire, elle se rend compte en lui parlant, que j'écoute et que je comprends de quoi elle me parle, et elle me parle, elle me raconte en fait une histoire africaine, sahélienne, et d'une prise de conscience en fait, d'une identité fière en fait, sahélienne, cette jeunesse. Et ça me, comment on pourrait dire ça, me trouble beaucoup. Et ce qui va me troubler, c'est que progressivement, elle va s'endormir. Elle va s'endormir dans mes bras.
je vais déposer son arme sur le côté et elle va dormir profondément pendant plusieurs heures. Et ça m'a troublé, à la fois cette confiance et quelque part d'hériter, si on veut, d'une sorte de comprendre, si on veut, cette fragilité d'une révolution africaine. C'est un peu ça qui va me bouleverser par après et qui va rester en moi, si on veut. À la fois cette force et cette fragilité de cette révolution sankariste. Pour moi, je ne mesure pas, je ne côtoie pas l'élite révolutionnaire du tout à l'époque. Je ne sais pas qui ils sont d'ailleurs. Mais je sens, en fait, je sens par cet épisode que quelque chose va... Enfin, que je m'ouvre à quelque chose, si on veut. Donc voilà, je reviens. Et terminant mes études en sociologie, j'ai raconté que j'avais fait un mémoire sur le langage et le discours ONG concernant le tiers-monde, si on veut. 87, Danielle a fini ses études, elle est sage-femme, elle commence à travailler comme sage-femme à l'hôpital. Donc on était un peu plus à l'aise financièrement, parce que mes missions me permettaient à financer mes études. Hein. Ce n'était pas pour gratuit, il fallait que je finance. Et 87, nous nous marions. Donc on avait vécu une petite, même pas une décennie, 7 ans, et puis nous décidons de nous marier, Daniel et moi, fin de l'année 87. En fait, ainsi je termine un moment. Et c'est à cette époque-là où finalement nous hésitons, où j'hésite. En fait, je termine mon mémoire sociaux et François Houtard avec la personne qui, j'ai oublié son nom, en fait, qui travaillait avec lui, qui était une mathématicienne, en fait, Geneviève Lemersigné. Ils sont tout l'été en fait au Nicaragua où ils ont un centre d'études là-bas et ils me font des appels du pied avec l'histoire que j'avais. Pour eux, ça, ils me poussent en fait à monter au créneau de cette histoire au Nicaragua. Et en fait, dans ma tête à l'époque, le langage en fait marxiste pur. Comment expliquer ça? J'en doute, ça me dérange. Et je sens quelque chose qui devient ambivalent dans ma tête. C'est comme quand je me retrouve dans certains milieux que j'ai connus dans mon enfance, pour dire les choses comme ça. C'est comme si j'avais... Il y a des choses qui c'est que je connais, si on veut. Et donc je deviens méfiant. Et donc il y a une partie du langage marxiste, révolutionnaire, qui à l'époque, sans doute il y a l'ouverture d'une sociologie beaucoup plus ouverte, beaucoup plus autre, en fait, qui m'a ouvert à autre chose. Et donc, finalement, sans doute avec beaucoup de désespoir de François, je refuse d'y aller et je ne m'engage pas en fait au CETRI. Parce que je connais trop bien comment ça fonctionne. Il faut de l'allégeance, il faut... tu es dedans ou tu n'es pas dedans. Et François me reproche en fait certaines de mes lectures, style, je sais pas moi, Edgar Morin ou d'autres, et en me disant, mais enfin, pourquoi tu lis ça? Il y a des choses plus importantes à lire tout de suite, il ne faut pas perdre ton temps, etc. Et ça ne me plaît pas du tout. Et donc, finalement, je prends mes distances sans rompre. Je ne vais jamais rompre, en fait. Je vais garder des contacts, et je vais garder contact avec ce milieu jusqu'à la mort de François. On s'écrit, etc. Donc, c'est pas... Et Daniel a fini ses études, j'ai fini la socio, et nourri dans nos têtes l'idée, en fait, de voir si on ne peut pas partir, en fait, de manière beaucoup plus longue, alors, dans un programme de coopération. Et il se fait qu'avec Solidarité Socialiste, donc le fonds, donc c'est l'ONG liée au Parti Socialiste, à l'époque la plupart des partis ont plusieurs ONG, c'était à la mode, hein, les ONG, et notamment le Fonds de coopération au développement, qui est une des ONG importantes de Belgique au niveau du nombre de financements, et j'avais mené des missions pour eux, et j'avais écrit quelques années avant un assez gros projet en fait, de développement en zone rurale, en pays Mossi, au Burkina Faso, pour eux. Et il se fait que quelques années plus tard, ce projet est financé, c'est un gros projet financièrement assez important, au niveau d'un volume financier abouti. Et Guy Berings, le patron de l'ONG, nous contacte en disant « Perjo, ça ne t'intéresse pas, à tout hasard, Burkina Faso, ce projet, c'est toi qui, de toute façon, avais fait les études préliminaires, tu connais de quoi il en retourne, etc. » J'hésite beaucoup parce que c'est un projet assez technique de zootechnie, donc d'élevage, et ça me remet vraiment dans les problèmes techniques de mon premier métier, sans mixer les deux. Mais Guy me convainc en disant, mais tu sais, tu es en milieu rural, si tu veux faire de la socio, tu es en plein dedans. C'est un type qui a fait l'économie et qui me pousse en disant, mais écoute, tu fais les deux, il n'y a pas de raison, nous, ça ne nous dérange pas. Et en même temps, il propose un travail à Daniel,
via un consortium d'ONG ou via eux, je ne me rappelle plus, où elle devient coordinatrice en fait, des ONG belges à la capitale à Ouaga. On arrive en 88, hier c'était le 15 octobre, c'était l'anniversaire de l'assassinat de Thomas Sankara, qui est assassiné par un coup d'État. Donc on est dans l'époque pas post-révolutionnaire, de la rectification. C'est-à-dire c'est un an après le fait que Blaise Compaoré, qui était un des 4 capitaines qui avait pris le pouvoir avec Thomas Sankara, a pris le pouvoir. Et nous sommes dans une époque toujours révolutionnaire au niveau d'une rhétorique, mais qui a totalement changé. Et donc il va progressivement restituer en fait, un régime pluripartiste, etc. Et on se retrouve, et je me retrouve, donc on signe un contrat de 3 ans, renouvelable, au moins une fois, donc on était parti pour nous pour 6 années, sans trop de soucis en fait. Et c'était un projet en milieu rural, et c'était un projet d'élevage, c'est absolument étonnant, mais c'est comme ça, c'est un élevage de porcs. Finalement, je m'étais fait complètement allumé par un groupe à l'époque où je fais ces enquêtes exploratoires pour démarrer ce projet. C'est-à-dire que je travaille vite, j'ai pas trop le temps, je monte plusieurs projets rapidement, et je ne me rends pas compte que le groupe de village, au plein cœur de la société Moussi, donc c'est assez isolé, hein, est un lieu à la fois animiste et à la fois musulman. Et donc proposer des élevages de porcs dans cette zone-là, c'était un peu osé. Et donc premier problème, je me dis oh là là. Et en fait, la personne qui m'avait supervisé, coaché pendant les jours que j'avais passés pour élaborer ce projet, était un pasteur pentecôtiste qui, pour pouvoir tenter de convertir ses ouailles, maintenant j'ai raconté ça bien après, m'avait proposé ce projet-là, donc un réseau d'élevage dans plusieurs villages et tout, mais pour, évidemment, derrière c'était du prosélytisme pour son église versus contre les musulmans qui ne pouvaient pas apporter d'argent dans le village. Je ne savais pas que je rentrais l'otage d'emblée dans ce projet-là, l'otage d'une église minoritaire, pentecôtiste, assez rabique dans sa manière de fonctionner. Donc ça commence relativement mal, si on veut. Alors, j'avais quand même gardé mon côté relativement rentre-dedans. Il faut vous dire que nous sommes partis, Daniel et moi, en voiture de la Louvière jusqu'au Burkina Faso. Hein. Donc on prend notre voiture, on prend le matériel, on part, et avec un couple, avec 2 copains, donc on est 2 voitures, on part ensemble, et on a tout notre matériel pour nous installer. Donc c'était quand même de nouveau très... Et donc on traverse le Sahara, Tamanrasset, le désert, on arrive à tous des voyages qu'on ne peut plus faire. Mais je garde quand même toujours cette incroyable passion du voyage, de l'alpinisme. Donc il y a toujours chez moi le plaisir quand même de me retrouver en route, sur le chemin. J'adore ça, quoi. Être en mouvement, sur le chemin, en route. Puis on arrive au Burkina Faso, je m'installe, là je dis je parce que Daniel va plutôt vivre à la capitale et dans une petite maison qu'on loue dans une ville moyenne entre les deux, entre les villages de la zone où je m'installe et la capitale de Ouagadougou, où Daniel travaille plus tôt, je ne dis pas qu'elle va tous les jours, et alors on loue en fait dans une petite ville, il n'y a ni eau, ni électricité, ni téléphone, hein, quand je dis petite ville, pas de goudron, mais on est là, et on se trouve une maison extrêmement simple, modeste, mais qui nous plaît. Et je m'installe dans la zone, et c'est très difficile en fait. C'est-à-dire que rien ne va, je me sens l'otage en fait, de ce pasteur, c'est la seule famille, d'un village de 250 habitants, il est le seul pentecôtiste alors que tous les autres sont animistes et musulmans. Enfin, ça ne va pas du tout quoi, ce projet. Et c'est une première gifle du spécialiste, c'est-à-dire que j'ai quasiment une petite dizaine d'années d'expertise déjà dans mon domaine, où j'avance à une vitesse, j'ai peu de doutes, hein, je suis quelqu'un qui doute peu encore à l'époque. Donc pour moi c'est une première en disant, enfin tu t'imagines l'évaluation que tu as fait, maintenant c'est toi qui dois mettre ça en œuvre, et il n'y a rien qui fonctionne. Et ça va mettre du temps, incontestablement ça va mettre beaucoup de temps dans ma tête. Je pense que c'est sur ce terrain-là que progressivement en fait, avec une intelligence infinie, ces villageois vont beaucoup plus que moi se mettre derrière moi et progressivement travailler mon esprit avec une intelligence sans fin. Donc je vais très fréquemment, presque tous les jours, chez eux, dans le village de Koulkaka. Je m'y rends, puis je m'y construis une petite maison, par facilité, par commodité en fait, hein, pour ne pas toujours faire de la route.
progressivement, je me rends compte qu'il faut remettre en question profondément en fait, ce projet. Par chance, je connais bien le monde ONG belge, je leur raconte et on se met d'accord sur une modification profonde du projet. Alors encore fallait-il faire passer ça aux financeurs, aux bailleurs de fonds, mais finalement ça passe. Ils étaient en train de démarrer une association paysanne qui n'avait rien à voir avec de l'élevage de porc. L'association, la fédération Wenyam, qui est une fédération paysanne, je dirais post-libération des consciences et des esprits, comme il disait à l'époque, liés à post-Thomas Sankara, qui avait ouvert l'esprit, ouvert les yeux, comme il disait, aux femmes, aux jeunes, aux éleveurs, etc. Et progressivement, ils me font comprendre que ce serait pas mal si un type comme moi, avec l'énergie, l'histoire que j'ai, je ne me mettrais pas avec eux, en fait, pour les aider à construire cette fédération paysanne. Donc une fédération qui regroupe de nombreux villages, mais tout à fait paysans. Donc ces gens ne savaient, quasiment aucun ne savait ni lire ni écrire en français. Ils étaient tous analphabètes, quoi, quasiment. Et c'est avec eux que je vais finalement travailler, je vais me retrouver progressivement derrière eux, je vais finalement oser lâcher prise. Et c'est à ce moment-là, je crois, que je commence un peu tout seul, en autodidacte, à commencer à faire la première observation participante. C'est progressivement, avec eux, ils arrivent à me faire comprendre, écoute, tous tes trucs, c'est bien, mais on s'en fout. Est-ce qu'on a besoin, si on a besoin de toi, mais on va te dire pourquoi on a besoin de toi. Et globalement, on a besoin de toi parce que tu sais écrire. Et tu vas écrire ce qu'on a besoin que tu écrives, et pas toi ce que tu as envie. Et petit à petit, ils m'emmènent dans leur monde millimètre par millimètre. Et je crois que progressivement, je commence à lâcher prise. Et mes commanditaires, les bailleurs de fonds et tout, les rapports, etc., ne me reconnaissent plus. C'est-à-dire que je perds petit à petit, progressivement, le langage de l'ONG, le langage du développement. C'est-à-dire que progressivement aussi, j'ai de moins en moins de projets pour eux. C'est-à-dire que progressivement, je me vide, en fait. Et pour moi, ça a été la découverte, je crois, de l'observation participante. C'est-à-dire que, millimètre par millimètre, j'ai découvert un monde. Mais travailler avec les Mossi, je ne me rendais pas compte encore à l'époque que les plus grands ethnologues français ont soit travaillé avec eux ou avaient tous rêvé de travailler chez les Mossi. J'étais au cœur, auprès d'une société d'une profondeur sans fin, d'une complexité inouïe. Et moi, je vivais avec eux comme d'habitude depuis. Enfin, je ne me rendais pas compte, je vivais à 150 à l'heure, sans écouter. Si on veut. Et c'est progressivement, donc on est quand même resté 3 ans et demi, hein, c'est quand même des terrains, c'est des époques longues en fait. J'apprends avec difficulté la langue. Pour moi, je ne suis pas très bon en langue. C'est difficile, mais j'arrive à comprendre de quoi on parle. Je me débrouille sans grand traducteur. Je deviens de plus en plus absent à la coopération. Je lâche. Donc j'ai fait des moutons, j'avais 1 millier de têtes de bétail, hein, parce que c'est le projet que j'avais. Donc quand même, j'achète, je vends, je fais des trucs, je vends à Abidjan, enfin c'est des gros trucs. Mais je laisse tomber ce côté qui était ce sur quoi j'étais payé. Je fais plus ou moins. Et puis je sous-traite ça très vite à des gens que je sens qui sont des bons éleveurs et qui peuvent faire le boulot en disant occupez-vous de ça. Je rentre dans leur société. Et progressivement, ils m'emmènent dans des funérailles, ils m'emmènent dans des rituels. Et je pars pour plusieurs jours. Daniel dira, on racontera encore qu'à l'époque, pas de téléphone. Hein. Donc je pars parfois un samedi et je reviens 4-5 jours après. Parce que je suis parti à 50, 100 km avec eux. Il y a des rituels qui commencent, ça dure plusieurs jours et je suis le rituel. Je parle la langue, je suis avec eux du matin au soir. Donc je n'ai pas besoin d'intégration. Les gens me connaissent, en fait. Ils disent, ah, c'est le blanc qui vit, qui fait ci, qui fait ça là-bas. Et je suis profondément avec eux, avec les villageois avec lesquels je boulotte. Et donc je rentre par un lignage, en fait. Je suis identifié dans les Zungrana, etc. Et je rentre avec eux et progressivement, en fait, rentre pour moi un monde dont je n'avais aucune idée de la profondeur. Aucune idée. C'est-à-dire que je vais comprendre progressivement ce que sont les ancêtres. Parce que je vais me faire attaquer en sorcellerie moi-même. Ils vont m'attaquer parce que je ne sais jamais tenir ma langue. Et puis comme ça ne va pas, ils vont m'empoisonner. Certains groupes contre le village avec lequel j'étais, que je développais par ce que je faisais. Et donc ils vont essayer de se venger de moi-même. Donc c'est là-dedans que je suis dans les intrigues populaires, rurales, du matin au soir. L'association villageoise avec laquelle je travaille est de plus en plus connue, devient une association qui a pignon sur rue au Burkina Faso.
qui est regardé, qui est écouté, qui passe à la radio, à la télévision. Et donc de nouveau, je me retrouve à côté d'une association paysanne, et donc en parlant avec la paysannerie. Et un moment qui va être important pour moi, c'est quand ils vont me demander, ils m'ont exclu en fait d'une assemblée, j'étais assez vexé d'ailleurs, et à ce moment-là ils me disent, écoute, il y a un vieux, un tel, de tel village, tu voulais savoir l'histoire de ceux qui, enfin, des autochtones, des Tengnaba, et dis-moi, le vieux veut te parler, aujourd'hui il est prêt, il est chaud, il va te raconter un mythe extraordinaire que tu as toujours voulu savoir. Je vais, le vieux n'était pas très au courant de quoi je voulais, mais finalement il est sympa et il me parle un peu, mais il ne me raconte pas vraiment ce que je veux. En fait, j'ai compris qu'ils m'ont éloigné d'une assemblée générale dans laquelle je me trouvais. Et là, ils vont élire un trésorier de leur association qui est devenue puissante. Et ce trésorier, je le connaissais un peu, il s'était converti pentecôtiste et il savait bien que je n'allais pas accepter ça. Mais en plus, il savait bien que je connaissais son histoire. C'était un ancien truand d'Abidjan, vraiment un bandit qui avait été emprisonné pour des problèmes graves, banditisme, mort d'homme, etc., qui était revenu après 10-15 ans, à pied en fait, dans le village, il vivait là-bas, un type assez effacé, mais un type assez attachant. Mais il savait très bien que j'allais leur dire jamais, que je ne travaillerais pas avec lui, parce qu'il était quand même un peu inquiétant. Et puis je reviens, et il dit, Pierre-Jo, écoute, on a élu Joël Sayogo, il s'appelle comme ça, trésorier général de notre association. Ah, je lui dis, vous avez fait une grave erreur. Et je me fâche, hein, parce que j'étais pas quelqu'un qui est un ethnologue, et je n'étais pas ethnologue à l'époque, donc je pouvais me fâcher. Je me fâchais, et je leur disais tout ce que je pensais. Et dire, tu n'as pas demandé ton avis, comme tu vis avec nous, tu vas lui expliquer comment on fait une comptabilité pour ne pas qu'on nous tombe dessus, qu'on dise qu'on est des gens qui mangent l'argent. Donc tu lui expliques comment on fait. Et alors, je vais comprendre qu'ils vont m'expliquer que, écoute, ici, quand on a de l'argent qui arrive d'une coopération, nous, on n'a jamais eu d'argent sur un compte financier. On ne peut pas résister à ça. Ça n'existe pas. Lui, il a fait le bandit pour ça. Il est allé en prison. L'argent, il est le seul à connaître cela. Et donc, on l'a nommé parce que lui, il s'est brûlé les doigts. Quand il est revenu au village, il avait un fétiche pour se protéger. Il a cassé le fétiche parce que le fétiche ne l'a pas protégé. Et donc, il ne peut pas faire marche arrière. Il s'est converti pasteur protestant parce que sinon, les coutumiers allaient lui tomber dessus. Et donc, il est coincé. Il ne va pas faire aucune bêtise. Et donc, tu peux lui enseigner la comptabilité. Nous, on sait qu'il va être correct. Il sera correct avec toi, il sera correct avec nous. Et donc, finalement, c'est à travers tous des petits épisodes comme ça que je rentre dans leur monde et que je rentre de plus en plus dans leur système de pensée. Des convertis, de l'animisme. Joël, qui était d'une famille de masques, va m'amener pour animer les masques. Comme il s'est converti, il me dit, moi je veux bien te montrer comment ça fonctionne. Et donc il me donne les paroles, il me montre les rites, il m'explique, il me donne les gens qui me montrent, qui connaissent les mythes. Il m'explique en fait comment fonctionne un masque, d'où vient les ancêtres, les esprits qui reviennent dans le ventre des femmes. C'est quoi des funérailles? Les funérailles, c'est un accouchement pour eux, c'est l'accouchement dans le monde du regard retourné. Et progressivement, je me rends compte que c'est un monde inouï en fait. Et ça va mettre du temps. Et donc, progressivement, je me mets dans l'idée en fait que je pourrais peut-être arrêter ce métier d'assistant technique que j'ai toujours et progressivement me dire pourquoi pas une thèse de doctorat. J'avais amené lors d'un voyage retour en Belgique des bouquins d'anthropologie cette fois. C'est la première fois que j'avais acheté des bouquins de Claude Lévi-Strauss, vu que j'avais des mythes autour de moi, je les entendais moi-même. Donc les gens m'en parlaient, la société ne s'était pas encore tout à fait écroulée coutumière, donc ils pouvaient encore m'en parler direct, je les enregistrais. Je lis Lévi-Strauss, je lis Ballandier, je lis des systématiques, c'est-à-dire que je lis tout, hein, comme je suis un peu obsessionnel, je lis tous les bouquins l'un après l'autre. Et c'est comme ça que progressivement, je comprends, je crois, un tiers, même pas, des bouquins, mais petit à petit, je bascule petit à petit avec eux, en fait, dans un monde de l'anthropologie. Ce qui va se passer, c'est qu'en fin de cette première période, Daniel tombe malade. Elle a une... j'ai oublié le nom, le foie qui est attaqué, en fait. Une hépatite, en fait. Une hépatite grave, en fait, qui va se déclarer assez rapidement. Elle va être rapatriée. Dans toute cette période, notre vie est complexe, elle est chargée.
c'est-à-dire que je vis tout ça, et en même temps nous vivons une vie de couple intense, complexe en fait. C'est-à-dire que Daniel est investi à fond dans son métier de coordinatrice, et en même temps nous décidons, en même temps dans cette petite maison, d'avoir nos enfants. Et donc on a Elena qui va naître après une bonne année de vécu au Burkina Faso. Notre fille arrive, et nous existons alors comme couple, et Daniel existe comme mère. Et donc, son statut change, et mon statut change dans le village, en fait. On devient des adultes, en fait. Nos enfants sont nés là-bas. Et puis après, il y a Adrien qui va arriver en fin de période. Et donc notre vie commence à changer, et on s'installe dans notre petite maison de la ville de Zignaré, en fait. Et donc pour nous, c'est à la fois des vies extrêmement intenses, un cheminement intellectuel. Daniel aussi, qui va cheminer beaucoup, elle va décider de faire autre chose. Et en même temps, nous avons nos enfants et on fait famille, en fait, pour la première fois.